Bonjour à tous et bonjour à vous, Pierre Rabhi. Bonjour. Il y a 5 ans, Pierre, lorsque nous avons écrit ensemble notre livre Semeur d'espoir, déjà à l'époque, vous me parliez de votre rêve de village écologique intégral. Oui, Et c'était une sorte de village modèle, de préférence au Sahel, donc votre terre natale, et où les habitants prouveraient qu'il existe une autre manière, plus vertueuse, plus heureuse, plus durable, de pratiquer l'agriculture. Une autre manière aussi de vivre ensemble et d'envisager notre rapport au monde. Alors aujourd'hui, grâce à Mohamed Djibril et aux habitants de Maaden, c'est donc dans ce village que Maurice Freund et vous avez décidé de concentrer vos efforts et d'apporter votre aide à celles et ceux qui le souhaiteront. Alors je sais, Pierre, que vous deviez vous rendre à Maaden pour venir expliquer aux habitants votre projet et ce que vous étiez prêt à leur proposer, à leur apporter. Et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vous y rendre immédiatement. Et donc, vous teniez à vous adresser aux habitants qui nous écoutent ici. Qu'est-ce que vous vouliez leur dire ? c'est un peu un retour à la terre, puisque moi-même, mes origines sont la racine de ma famille est de Mauritanie. Voilà, mais il y a quelques générations. Donc ce que j'avais envie de dire, évidemment, c'est ce que j'ai pu acquérir comme connaissance concernant les problématiques de la terre, les problématiques de l'agriculture, les problématiques sociales, écologiques, etc. Donc il y a aujourd'hui un acquis, et ce patrimoine, il est ce qu'il est, mais le temps de la transmission est venu. Et c'est pour ça que nous voudrions multiplier des expériences concrètes susceptibles d'inspirer, c'est-à-dire créer une sorte de prototype qui inspirerait les autres de façon à ce que cette agroécologie et cette approche écologique et humaine puissent se multiplier. Un village modèle, donc. Village modèle sur tous les aspects, c'est-à-dire qu'en fait, l'écologie intégrait complètement dans l'aménagement global d'un système d'existence. Ça veut dire que, bien sûr, il faut éduquer les enfants à l'écologie. C'est très important. D'ailleurs, ça devrait être un programme mondial que d'éduquer les enfants à l'écologie. Ça veut dire qu'il y a, quand on est en zone aride, en voie de désertification, il y a aujourd'hui des techniques qui limitent ou même qui stoppent ce processus de désertification qui est terrible, terrible. Comment on limite ? Eh bien, on les limite, bien entendu, par d'abord répondre à la nourriture, mais par les techniques que nous avons mis au point déjà depuis longtemps, y compris une expérience que nous avons fait avec Maurice à Gorom Gorom, où il y a un ouvrage qui a été écrit sur cette question. Le voilà, Offrande au crépuscule. Et bien, cette offrande de crépuscule relate cette expérience concrète, et à partir de laquelle, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient un paysan libre. Il n'a plus besoin d'acheter d'engrais, de se ruiner avec des engrais, ni des pesticides de synthèse. Les semences qu'il produit, il les renouvelle lui-même, et donc il acquiert une autonomie. Et en même temps, deuxième avantage de la question, c'est que des sols arides et difficiles, par l'approche écologique, on les transforme en sols fertiles, ce qui est énorme. Et quand on dit sol fertile, c'est-à-dire sol vivant, qui respire mieux, qui absorbe mieux l'eau, qui donne des denrées de qualité, non seulement gustative, mais sanitaire, très important, pas de pesticides, rien du tout. Donc c'est une démarche que nous avons expérimentée, et À Gorom Gorom, donc. à Gorom Gorom, mais qui s'est ensuite répandue sur l'ensemble du pays. Et un jour même, on avait tellement évolué que le président Sankara me convoque. Je ne savais pas trop ce qu'il me voulait. C'était une perle, hein, vraiment, ce type. Il me convoque, je ne savais pas trop pourquoi. Il me dit, Monsieur Rabhi, compte tenu des résultats que vous avez obtenus par l'agriculture écologique auprès des paysans, ces paysans sont contents du résultat. Eh bien, est-ce que vous ne voudriez pas prendre en charge l'ensemble du plan, l'ensemble de l'agronomie du pays? Pour basculer tout un pays dans l'agroécologie. Tout un pays dans l'agroécologie, ce qui signifie évidemment presque une très grande révolution. Parce que le problème des paysans là-bas, comme ailleurs, c'est que ces paysans
la plupart du temps, ils ont été mobilisés, ils répondaient à leurs besoins de survie alimentaire. Et puis un jour, on a décidé, la planification a décidé que ces paysans devaient cultiver pour l'exportation, pour ramener des devises au pays, évidemment. Donc ils ont de plus en plus négligé leur activité agricole de survie directe pour produire du coton, des arachides, selon le pays, du cacao, enfin, pays. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait piéger par un système international qui en a fait des producteurs de denrées exportables et avec évidemment un appauvrissement qui n'a fait que grandir puisqu'il devait produire avec des engrais. Et le paysan, le scénario suivant, c'est que le paysan il dit moi ces engrais je ne les connais pas, je ne peux pas les acheter, etc. Qu'à cela ne tienne, c'est pas compliqué, c'est pas grave, on va t'avancer tout ça. Et quand tu auras récolté, tu amènes la récolte à la coopérative va te payer ce qu'elle te doit, déduction faite de tout ce qu'on t'a avancé. Ce qui fait qu'on a piégé le paysan, on les a mis dans un endettement chronique. Ils sont devenus dépendants, ils ont abîmé leur sol. Ils ont abîmé, c'est devenu des serfs. Et ils ont produit voilà. Autre chose que ce dont ils avaient besoin. Donc ils dépendaient des cours mondiaux et plus de même. Donc vous, votre idée, c'est de revenir à ce modèle dont on vient de parler, dont on va reparler. En fait, ce projet de village écologique intégral, qui est votre rêve, il n'existe pas ailleurs déjà ? Non, il existe des éléments, mais non cohérents. C'est-à-dire qu'il y a diverses activités comme ça, mais ces activités-là sont en quelque sorte dispersées. Donc ce qu'il faudrait, c'est créer un village modèle qui puisse montrer que cette vision-là fonctionne. Je suis sûr qu'elle fonctionnera parce qu'on recrée cohésion, cohérence, etc. Mais il faut que la population, évidemment, le premier maillon par lequel il faut passer, c'est déjà sensibiliser les gens eux-mêmes, les villageois. Une fois qu'ils sont sensibilisés, il y a un plan d'action qu'on va mettre sur le court, moyen et long terme, mobilisation de cette énergie humaine qui est surabondante, et essayer d'ériger un système vraiment autonome par rapport disons, au contexte général du système aujourd'hui qui appauvrit les paysans, qui les détruit. Alors par rapport à ce que vous disiez justement, vous parliez d'autonomie alimentaire, on n'a pas parlé de sobriété en énergie, ça fait aussi partie du modèle, c'est-à-dire qu'il faut savoir ne pas dépendre des autres pour sa survie et pour sa nourriture, il ne faut pas dépendre des autres non plus pour son énergie. Donc ça se passe comment ça ? Alors le concept d'énergie est très important. Nous avons du pétrole, de l'électricité, etc., etc. Là-bas, on peut dire que l'énergie, elle est métabolique. C'est-à-dire que c'est l'énergie des humains eux-mêmes. C'est l'énergie des bêtes de somme qu'ils utilisent, leur dromadaire, selon le cas. C'est ça le concept d'énergie. C'est-à-dire qu'on intègre l'énergie humaine elle-même. Et en intégrant cette énergie humaine, on se rend compte qu'elle est surabondante et qu'elle n'est pas utilisée. Et donc, en amenant un plan cohérent, cette énergie humaine va se mobiliser et elle va constituer... Chacun peut donner le meilleur de lui-même. D'accord. Et une communauté peut absolument se mettre en autonomie sur la base, non pas d'une énergie que l'on achète, mais que l'énergie qu'on mobilise... Et qu'on crée soi-même. Ouais. Alors, il y a les énergies personnelles, les énergies humaines, il y a aussi... le fait de les énergies, c'est-à-dire c'est des éoliennes, c'est des bâtiments éco-construits qui sont sobres en énergie, c'est l'accès à l'eau. Il ne faut pas aller trop vite. Pour moi, je pense que la première strate, la première maillon, ou le premier processus indépendant, un village qui a sa cohésion, sa cohérence, qui s'auto-alimente. L'idée étant, si ce village est assiégé, il s'en sort. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a pris toutes les données, évidemment, concernant la terre, comment traiter la terre pour qu'elle soit fertile, naturellement, avec le fumier des animaux compostés, etc., etc. Deuxième phase, c'est évidemment la valorisation des semences transmissibles. Parce
Parce qu'aujourd'hui, il y a une énorme déperdition de semences, des OGM rentrent partout, donc ça, il faut une autonomie absolue. Donc être au niveau autonome des sur ces semences, c'est la base de tout. La base de tout, transmissible. C'est-à-dire que le père le donne au fils, le fils le donne au... Et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Aujourd'hui, il y a un attentat grave sur cette question des semences qu'on appelle les OGM, des organismes génétiquement modifiés. Et il y a toute une stratégie criminelle qui en fait dissipe la capacité de ces semences dans l'autonomie qu'ils apportent, de façon à se créer créer des dépendances et fourguer, si on peut dire, les semences chimériques qui sont liées aux OGM et dont on n'a absolument pas besoin du tout. L'autre facteur qui est majeur dans votre projet, ce projet de village écologique intégral, vous en parliez tout à l'heure, c'est le fait que les habitants, ceux à qui on s'adresse maintenant, aujourd'hui, ceux auxquels vous vous adressez, ont choisi. C'est-à-dire que si vous amenez un projet, parce que les gens le veulent, qu'ils en ont envie et qu'il aurait été clairement et bien expliqué par vous, par Maurice, et à partir de ce moment-là, il y aura vraiment plus d'ambiguïté. Donc ça veut dire que vous n'arrivez pas en patron. Vous arrivez juste en disant « je me mets au service de qui a envie ». Notre force, moi, ce qui me donne une crédibilité, c'est que j'ai fait déjà. Ça fait des années que je suis là-dedans. C'est pas le professeur machin chouette qui vient enseigner. Non, ça a été notre engagement, Michel et moi, avec toute notre famille, et a été dans ce sens-là. Nous avons quitté la ville. Épouse, Michel, ma compagne, nous avons quitté la ville de Paris, nous nous sommes installés à la campagne, et nous avons pris une petite ferme très modeste, et de cette petite ferme, nous avons appliqué l'agriculture écologique, la pratique en élevage, en agriculture, et nous avons élevé nos 5 enfants, sans aucun problème. Donc ça marche. Oui, ça marche, et c'est pour ça que je consigne d'abord cette partie-là, c'est sur l'Afrique, et j'affirme, pour l'avoir expérimenté, que c'est la seule voie possible. Pourquoi? Parce qu'elle concilie l'autonomie des paysans, la valorisation du patrimoine, la régénération des patrimoines détruits, la préservation du potentiel semencier, c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, avec les chimères OGM, etc., Vandana Shiva vous dira par exemple qu'il y a beaucoup d'Indiens qui se sont suicidés. Pourquoi? Parce qu'on sème ces chimères, ça pousse, on récolte, on ressème. Et puis 2 ans après, il n'y a plus rien. C'est fini. Et donc, pour qu'on puisse en revendre, voilà, et qu'on devienne dépendant. Quand on est en Europe et qu'on reçoit des subventions et des aides, ça marche, mais quand un paysan n'a aucune aide, qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide. D'accord. Alors, je crois qu'en gros, on a expliqué clairement les principes que vous proposez pour ce projet de village écologique. La question maintenant, c'est de savoir comment concrètement ça peut se passer. Et là, je vais demander à Maurice Freund de bien vouloir venir nous rejoindre. Donc, vous vous connaissez très bien tous les deux depuis des années. Depuis Gorom. Donc, c'était il y a combien de temps? Il y a 35 ans en arrière. Il y a 35 ans. Oui, puisque vous avez parlé Gorom et Pierre. Pierre était sollicité par Thomas Sankara, le chef de l'État du Burkina Faso, pour prendre le poste de ministre du développement rural, avec l'application à 100% de l'agroécologie. Et on ne s'étendra pas là-dessus. J'ai passé toute une soirée avec Thomas Sankara le 3 octobre 1987, où Thomas Sankara m'a demandé avec insistance de convaincre Pierre Rabhi d'accepter ce poste de ministre. Je n'ai pas eu le temps de convaincre Pierre Rabhi, puisque 2 jours après, Thomas Sankara a été assassiné, et pour nous, c'est la fin de l'histoire de Gorom. Là, c'est une nouvelle histoire qui va commencer à Maaden. Voilà. Donc cette histoire, elle est née aussi de votre rencontre avec un homme politique qui est Mohamed Djibril. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ça très rapidement, oui, pour ensuite nous dire concrètement ce que vous proposez aux habitants de Maaden selon
quel calendrier, quelles propositions précises et concrètes? D'accord. Alors, le rêve de Pierre Rabhi de vouloir aller plus loin que de faire des jardins expérimentaux qu'on a fait un peu partout au Niger, au Mali, était donc de faire ce village intégré. Mais depuis quelques années, on n'a pas pu se rendre au Sahel pour des problèmes de sécurité. Aujourd'hui, le seul pays de cette région sahélienne qui a évolué de manière positive dans le domaine de la sécurité est la Mauritanie. Et donc, nous allons, à partir de la fin de cette année, faire des vols de Paris à Attar, des vols directs en plein Sahara. Et donc, en allant en Mauritanie, j'ai demandé est-ce qu'il y aura un village qui pourrait s'adapter et se prêter à l'expérience de mon ami Pierre Rabhi. On m'a mis entre les mains du plus jeune ministre de la jeunesse et des sports de la Mauritanie, qui est le fameux Mohamed Djibril, et qui est originaire de Maaden. Je vais donc voir ce ministre, je lui explique ce que je veux faire, je lui parle de Pierre Rabhi, pensant qu'il ne le connaissait pas, et là il me dit, Pierre Rabhi, c'est mon rêve, ça fait 7 ans que j'espère le rencontrer. Et donc ça a été extrêmement facile. Il m'a prêté, bien sûr, tout le concours. On a été ensemble à Maaden. Maaden est une histoire un peu particulière. Je n'aimerais pas m'étendre dessus trop longtemps. Mais Maaden est un village qui a été créé en 1975 dans un endroit totalement aride par un érudit soufi. Et donc, cet érudit a d'abord affranchi les esclaves. Et dans ce village, il n'y a pas de discrimination. Il y a des morts blancs, il y a des morts noirs, il y a des aratines. Tout ce village vit dans une symbiose extraordinaire. Voilà. Et donc c'est un village qui est particulièrement ouvert à ce projet, surtout que Pierre, la philosophie soufie est celle que vous avez connue dès la naissance, vous Pierre, à travers votre père et dans votre propre village. Mais oui, puis ça va plus loin. Pierre Rabhi ne peut pas apparaître comme un coopérant supplémentaire, un expert qui arrive, parce que Pierre Rabhi, quand il sera à Maaden, c'est un des leurs. Qui leur parlera. Voilà, donc c'est totalement différent. On ne peut pas transposer toutes les expériences qui ont pu être faites dans le domaine de la coopération, parce que ça a toujours été un rapport presque de force entre un enseignant occidental et un réceptif saharien. Avec Pierre Rabhi, et j'ai vécu cette expérience à Gorom, ça se passe totalement différent. C'est le même monde. Et il faut que Pierre Rabhi vienne absolument à Maaden pour initier ce projet. Tout le village a marché. Ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, Pierre, pour des problèmes de santé, ne peut pas y aller parce que je leur ai promis que Pierre arrivera le 31 décembre cette année. Malheureusement, ça ne se fait pas. Or, il y a besoin de Pierre pour donner, pour être de stimuli, pour que cette population, ce village vienne. Je l'ai bien sûr parlé de Pierre Rabhi pendant toute une soirée. Toute la population l'attend. Djibril, bien sûr, sera présent. Et malheureusement, ça ne peut pas se faire. Alors, en attendant l'arrivée de Pierre, que Pierre puisse se remettre et venir, et vous, qu'est-ce que vous mettez en place? C'est-à-dire qu'en gros, à quoi peuvent s'attendre les habitants, concrètement, et selon quel calendrier? Alors, dans un premier temps, je vais y aller moi le 31 décembre pour expliquer qu'on ne peut pas venir. Je serai accompagné du président du fonds de dotation de Pierre Rabhi, Bernard Chevilla, qui viendra avec moi tous les deux pour expliquer que Pierre ne pouvait pas venir cette fois-ci. Quelques jours après, on envoie un ingénieur agro qui a été pendant 10 ans le directeur général de Terre Humanisme, qui lui fera un premier bilan de la situation sur place, de façon à ce qu'on puisse mettre en place
un programme, comme disait Pierre, court, moyen, long terme. Voilà. Et Donc, pour l'instant, il est encore un peu tôt pour annoncer des choses précises, concrètes et un calendrier précis. Pour l'instant, il faut d'abord étudier la situation pour savoir quels sont les besoins et justement discuter avec la population pour que ce ne soit pas quelque chose qui soit décrété, mais quelque chose que chacun des habitants puisse dire vraiment ce qu'il veut, ce dont il rêve, ce qui lui convient dans ce projet ou ce qui ne lui convient pas au demeurant. Tout à fait, c'est fondamental. C'est fondamental que la population, effectivement, adhère et prenne pour son compte les propositions de Pierre Rabhi. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Je suis sûr que ça va marcher. Je connais trop bien mon ami Pierre. Ça fait des années qu'on fait ça. Et Gorom a été une vraie réussite. Savez-vous qu'aujourd'hui, 35 ans après, le Burkina Faso est le pays de l'Afrique de l'Ouest où l'agroécologie est la plus développée. Et si c'est le cas, le Burkina Faso, c'est lié à l'histoire de Gorom, où Pierre a formé des centaines et des centaines de paysans, de formateurs. Et comme Gorom n'a pas pu être terminé vu l'assassinat de Thomas Sankara, aujourd'hui, on refait, on va plus loin. Pierre, est-ce que vous mesurez cette attente? Est-ce que vous mesurez cette espérance? Et maintenant qu'on arrive à la fin de cette émission, est-ce que quel mot vous voudriez adresser directement Je voudrais simplement préciser que écoute. Dans la mission de celui qui va aller là-bas, il faut aussi mettre en valeur les connaissances déjà acquises. Il faut faire toute une enquête sur ce que déjà les gens savent. Bien sûr. Parce que sinon, on a l'impression que bon, eux, ils ignorent et nous, on sait. Non, Donc, il faut surtout pas partir en disant, voilà, on vous apporte le salut. Ils savent quelque chose. Ils savent même des choses que nous ne savons pas. Bien sûr. Et s'ils ont été capables de vivre dans des conditions aussi précaires parfois, c'est qu'ils ont eu des savoirs. Et jusqu'à maintenant, le scénario, c'est le Nord, l'Occident sait et le reste du monde ignore. Ben non, il y a des connaissances à réhabiliter, à mettre en place, et c'est là-dessus qu'on va construire notre projet avec mon ami. On va le construire sur déjà le substrat existant de connaissances, de savoir, de savoir-faire, etc. On amène peut-être des améliorations, des choses, mais il ne faut pas déranger l'organisation au point de la dénaturer complètement. Bien sûr. Voilà, c'est très important de reconnaître ça. Et donc, une fois que la conscience générale est prise, on espère reboiser, lutter contre l'érosion, parce que les sols s'en vont, le stockage de l'eau pluviale, parce que l'eau qui tombe du ciel, elle est tellement rare qu'il ne faut pas qu'elle disparaisse, etc. Donc il y a toute une approche qu'on va mettre au point dans l'idée que le prototype, vu dans c'est ça ce que j'appelle l'écologie intégrale, y compris la formation des femmes, la formation des enfants, la formation, etc., puisse servir de modèle reproductible, nous l'espérons. L'idée, ça veut dire que là aussi, quand vous parlez des hommes, des femmes, des enfants, c'est-à-dire que toutes les parties de la population ont leur mot à dire, à être entendues, les enfants en premier lieu. C'est-à-dire que les enfants, il faut ça devrait être général, ça devrait être même en Europe, en France, etc. Les enfants devraient bénéficier d'un programme écologique fondamental. Ça devrait être intégré dans l'enseignement, plutôt que de laisser faire. Puis ensuite, on crée des situations où il faut rattraper... Non, il faut que l'enfant comprenne qu'il doit la vie à la vie. L'autre jour, il y a un journaliste comme vous qui est venu me voir parce qu'il faisait une enquête sur l'eau. Je lui dis, c'est une femme, je lui dis, madame, vous êtes de l'eau, donc vous faites une enquête sur vous-même. Il faut qu'on comprenne, qu'on arrive à comprendre que nous sommes tellement les enfants de cette réalité vivante. Et ben, c'est ça qu'il faut soigner. Et c'est ça l'écologie. C'est soigner la terre-mère, la terre qui nous nourrit, etc., plutôt que de la détruire comme on le fait aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Rabhi, merci beaucoup Maurice Freund. Merci à toi.